Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Amazir Kateb, bienvenue. Vous êtes chanteur, musicien, joueur du Gembri algérien, auteur, compositeur, interprète, membre du groupe Gnawa Diffusion. Votre dernier album s'appelle Ruina, on va en parler. Et vous êtes en tournée. Cette semaine, c'était le Cabaret Sauvage à Paris, Vaux-en-Velin également. Et puis il y aura le 10 avril à Vauréal et dans le sud-ouest de la France, à Toulouse, le 16 avril. Pour la littérature, Katia Belkodja, merci d'être avec nous. Vous êtes en ce moment au Festival littérature Monde Atlantide à Nantes, dans l'ouest du pays, pour votre roman Les Déterrés. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Vous arrivez tout juste du Québec au Canada. Nino Fenianos, bienvenue. Ancien champion de ski au Liban. C'est la première fois, il me semble, que dans MO, et pas il me semble d'ailleurs qu'on reçoit un skieur. Vous avez participé au championnat du monde sous le drapeau du Liban et désormais vous vous consacrez à l'humour avec votre podcast et aussi vos sketchs sur les réseaux sociaux. On en verra un extrait. Pour commencer, avant de vous donner la parole, direction Beyrouth, où j'étais cette semaine avec une équipe de TV5 Monde pour couvrir la guerre en cours et donner la parole aux Libanaises et aux Libanais qui doivent une nouvelle fois s'adapter. Nous sommes notamment allés à la rencontre de la directrice du théâtre Mono, Josiane Boulos, où se joue en ce moment la pièce Mensonge blanc, écrite par Alexandre Najar. Alors, c'est l'histoire d'un père de famille qui a un seul enfant et qui veut l'empêcher d'aller faire la guerre civile. On est en 1975, il est riche, il décide d'envoyer son fils pour étudier en Écosse, sauf que son fils, incarné par Anthony Touma, ne prendra jamais l'avion. Il va rester pour aller au front lors de cette guerre civile. Regardez. Bonsoir Josiane. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir au Théâtre Mono. Ça va? Ah non, ça va. Avertissement, son de tir et de bombardement. Josiane, c'est hallucinant. C'est pas commun comme dans un théâtre de voir ça. Oui, mais en général, nous, on avertit les gens, mais on ne s'entendait pas qu'il y en ait dehors, quoi. Parce que vu que nous sommes tous traumatisés par la guerre, on avertit les gens qu'il y a quand même des bruits d'explosion pour qu'ils soient prêts, quoi. Pourquoi c'est important de maintenir ouvert le Théâtre Mono malgré cette guerre à nouveau qui déchire le Liban? Bon, je trouve que la scène ne doit pas se taire parce que les dictateurs et les seigneurs de guerre aiment le silence. Alors on ne va pas se taire. C'est une vraie résistance culturelle que nous faisons parce que la culture traverse les siècles et les hommes non. Anthony Touma, c'est vous qui jouez le rôle de Gino, donc, qui part au front alors qu'il est censé partir étudier en Écosse. Est-ce que c'est pas troublant de jouer ce rôle en tant que comédien quand on sait que vous êtes né après la fin de la guerre civile libanaise dont il est question dans cette pièce? Oui, c'est un peu troublant parce qu'on n'a pas vraiment vécu la guerre. Je suis né en 92 et la pièce se passe en 74-75. On connaît les histoires que nos parents nous racontent, que nos grands-mères et nos grands-pères nous racontent. Et c'est troublant aussi parce qu'il y a la guerre à l'extérieur en même temps. On rend hommage un peu à toutes ces personnes qui ont vécu la guerre et qui ont vécu cette catastrophe en fait. L'histoire se répète et on essaye d'envoyer le message que on peut apprendre un peu et ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu es mon fils unique. Je me suis marié tard, je me fais vieux. Tu es mon seul espoir. Arrête. Où tu veux en venir, papa? Ne me déçois pas, Gino. Tu n'as pas fait des études pour finir derrière des barricades. C'est mon devoir. Pour moi, pour ma génération. On ne peut pas rester comme ça, ne rien faire en spectateur. Mais ton avenir, la Mais quel avenir si le pays n'en a plus? Le Liban a besoin de moi. De toi? Oui, je dois le sauver. Mais qui t'a nommé sauveur du Liban, hein? 1, 2, 3. Nino Fenianos, vous êtes né, vous aussi, en 1992, comme Anthony Touma, qui joue Gino. Est-ce que vous êtes déjà demandé, qu'aurais-je fait si j'avais l'âge d'aller au front en 1975 ? C'est sûr, c'est des pensées qui nous passent tout le temps par la tête. Surtout que nos parents nous parlent tout le temps de ça. Ma mère me dit on était à 2 pas des bombes, on ne savait pas quand ça allait tomber. Là, avec la guerre qui se passe maintenant, c'est un peu plus ciblé. On sait où ça va tomber, donc ils évacuent. Avant, ils ne savaient pas. Donc ça pouvait pas se passer à n'importe quel moment. Et c'est sûr que ça me passe par la tête et je me dis qu'aujourd'hui, je suis hyper chanceux, au fait, de vivre ce que je vis, d'être en bonne santé, d'avoir des parents en bonne santé, un frère, une copine parfaite. Votre mère vit à Beyrouth, en ce moment, en plein conflit, ouais. C'est ça, elle a les bombes en face. Et c'est ça, au fait. Je me dis, tous les jours, là, je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je suis chanceux
de pouvoir avoir de l'eau chaude, de pouvoir avoir un lit, parce que... Il y a plus d'1 million de déplacés, on le rappelle, en ce moment au Liban, qui effectivement n'ont pas de quoi vivre, même s'il y a une solidarité qui se met en place. Amazir Kateb, j'aimerais juste vous entendre. On verra tout à l'heure qu'à travers vos paroles, à travers vos chants poétiques, il y a aussi bien entendu un engagement, des valeurs que vous souhaitez transmettre. Vous avez entendu la résistance culturelle. Oui. On imagine que ce sont des mots que vous épousez, que vous adoptez. Un théâtre ouvert, c'est de la résistance ? Bien sûr que c'est de la résistance parce que c'est un acte de résistance qui est contagieux. Parce que justement, ça fait venir les gens, ça les fait sortir, ça les sort de leur peur et de leur torpeur. Et ça montre aussi à l'ennemi que les gens sont debout, les lumières sont allumées. Et même si on a peur pour sa vie, ça ne nous empêche pas justement de vivre. Donc, bien sûr que c'est un acte de résistance. Et de toute façon, toute la culture en général peut devenir un acte de résistance et parfois même une arme. Voilà, donc, et précisons que si vous voulez soutenir le Théâtre Monod de Beyrouth, d'abord pour celles et ceux qui sont sur place et qui veulent y aller, justement, par rapport à cette discussion, n'hésitez pas si vous êtes à Beyrouth. Et puis, à distance, il y a aussi le site internet du théâtre et puis les sites, les réseaux sociaux du Théâtre Monod, donc, de la capitale libanaise. Nino Feignanos, vous êtes désormais humoriste, mais d'abord peut-être un mot. Vous avez une belle carrière de skieur professionnel, vous avez participé aux championnats du monde. Que vous a apporté le sport et le ski au Liban? Ça va changer la vie, le sport. Je pense que sans le sport, j'aurais eu, je pense, tellement de problèmes dans ma vie. Le sport, ça m'a sorti de... Ça m'a appris, au fait, à gérer le stress, à aimer la compétition. Au fait, c'est des expériences incroyables qu'on vit. Représenter notre pays au plus haut niveau, c'est... Alors moi, votre évolution me fait quand même penser à ce qu'on dit souvent au Liban. Au Liban, on dit on peut skier le matin, aller à la plage l'après-midi. Il y a une Libanaise qui m'a dit un jour, on dit toujours ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui le fait. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le nautique, sport nautique. Ouais, c'est ça. On a repris une base nautique à Azy-sur-Eure avec mon frère et sa fiancée. Et ouais, on est un peu plus dans le nautique. Surtout qu'on a eu cette chance de l'avoir ici en France, en Normandie. Donc, on a un peu bougé du ski alpin. Mais en tout cas, les deux sports se complètent et c'est aussi une chance incroyable qu'on a de pouvoir le faire. Et de transmettre, on imagine, aux enfants, notamment la passion du sport. Comment on passe à l'humour, alors? Au fait, c'est peut-être ce feeling que j'ai de vouloir m'exprimer tout le temps. Et on dit tout le temps en étant un skieur qu'on veut bien s'exprimer sur les skis. Et je pense que ces sensations fortes que j'avais besoin de sortir depuis que je suis petit, j'avais toujours ces sensations à vouloir, je sais pas, sortir de moi-même. Ça m'a peut-être poussé à faire des vidéos, de l'humour. Et je pense que les messages que je reçois aussi des gens maintenant avec mon compte sur Instagram qui me disent que je peux leur changer... le quotidien, ouais. Voilà, ouais. Et en cette semaine de la francophonie et de la langue française, on peut dire que c'est une langue qui vous inspire, en tout cas qui est l'une de vos sources d'inspiration. Le ski n'est jamais très loin d'ailleurs. Je vous propose de regarder cette séquence. Yalla, bye. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, bonne continuation, bon courage. Ouais, allez, moi je me casse. Ciao, frérot. Oh oui, un peu de soleil. Alors, pause café? Oh non, ça s'est recouvert là. On remonte là, putain. Putain, les prix. Oh là là, putain. Ouais, on est bien là. Putain, ça caille là d'un coup, il neige. Ah là, c'est beau. Hop là. Hop. Tac. Alors, apéro? Putain, faut prendre le bus, c'est même pas ce qu'il y a. Putain, on casse les couilles là. Ah oui, putain. C'est orgasmique. Oh, Nino Feignanos, ils sont vraiment si râleurs que ça, les Français? Pardon? Ils sont vraiment si râleurs que ça, les Français? Quelques-uns. Ouais. Non, mais je fais toujours ces vidéos, mais honnêtement, je pense que la France, c'est vraiment un des plus beaux pays du monde pour moi. Et les gens me disent, ouais, tu te moques des Français, mais c'est plutôt, j'imite les Français et je trouve d'une façon drôle. Des manies, en fait, des manies, voilà. Ouais. Chocolatine ou pas au chocolat? Vous avez tranché, non? Pas en chocolat. Mais au Liban, c'est croissant au chocolat. Ouais. Ouais. Et quand vous l'avez demandé un jour ici, ça passe pas. Ça passe pas. Je voudrais un croissant au chocolat en France, il n'y en a pas encore. On n'en a pas ici, oui. Voilà donc pour Nino Feignanos. Vous aimeriez bien monter sur scène bientôt, des salles en scène? Oui, j'ai fait quelques stand-up là à Paris et je pense que
là, il me faut un peu de temps pour... On a hâte de vous voir, en tout cas, d'être face au public. La littérature, à présent, avec Katia Belkodja, roman Les Déterrés, un titre très, très fort. Un titre qui montre comment vous déterrez, vous exhumez une histoire douloureuse. Alors, c'est l'histoire de Rim qui vit en Algérie. Elle a 9 ans, et puis il y a la guerre civile qui éclate, la décennie noire, comme on l'appelle, avec le terrorisme également. Il est question de filles, de femmes, de générations marquées par la colonisation, la résistance et le déracinement. Alors, il y a la mère de Rim qui lui dit à un moment donné, pourquoi tu n'écris pas notre histoire? Qu'est-ce qu'il y a de si lourd à porter pour mettre autant de temps avant de coucher tout cela sur papier? L'histoire d'une famille algérienne, c'est par définition une histoire qui contient plusieurs guerres différentes. Là, dans le livre, je pense qu'il y en a 5, parce que ça commence avec la Première Guerre mondiale, où les indigènes ont été envoyés. Il y a la deuxième, où les indigènes ont aussi été envoyés. Mon grand-père l'a faite. Il a été en Alsace. Il y a la Révolution, il y a la guerre civile. Donc déjà, il y a toutes ces guerres, il y a tous ces déplacements, il y a forcément de la lourdeur. Mais aussi, moi, je pense que j'avais besoin, pour comprendre ces personnages-là, en fait, j'avais besoin d'avoir porté mes enfants moi-même, parce que je pense qu'avant d'avoir porté mes enfants et de comprendre donc ce qu'on pouvait porter, sacrifier pour ce qu'on a porté, je ne pouvais pas comprendre ces personnages-là qui étaient les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc c'est pour ça que forcément ça prend du temps, parce qu'une gamine de 14 ans, quand on lui demande d'écrire une histoire dans laquelle il y a à la fois autant de tragédie, mais autant de joie et autant d'humanité, elle se sent forcément comme un cervidé devant un camion sur l'autoroute. Alors ce roman, c'est une galerie de portraits féminins aussi. Il y a la grand-mère, les filles, les cousines, chacune a un caractère bien trempé, propre à elle. On sent l'importance de la sororité entre ces cousines notamment, entre ces femmes déterrées. Le mot est très fort. Oui, complètement. C'est que ça déterre leur récit, mais ça déterre aussi leur lien. Et le lien, la sororité, je pense que c'est la condition à la survie. C'est la condition à la survie génération après génération, en fait. Et c'est la condition à la survie aussi aujourd'hui. C'est le fait de continuer à créer du lien, de réussir à coopérer, de réussir à s'aider les uns les autres, les unes les autres, parce que... Et il y a ce passage notamment, Inès avait 3 ans et demi quand a commencé en Algérie la décennie noire, les années de braise, les années de plomb, la guerre civile. Il y a assez de noms pour cette période, nous manquions de quiétude, mais pas de métaphore. Doumia et moi sommes assez vieilles pour comprendre un peu plus ce qui se passe. En 1991, elle a 8 ans, j'en ai 6. Adultes, nous faisons les mêmes cauchemars. Alors il y a aussi Assias, le grand-père, qui est un personnage central du roman. Qu'est-ce qu'il lui a transmis ? Assias, en fait, ce qu'il dit à ses petits-enfants, ce qu'il disait à ses enfants, c'est « on peut tout te prendre, sauf ce que tu as dans la tête ». Et chaque génération a son « on ». A un on différent. Pour Assias, par exemple, c'était les autorités françaises, c'était l'OAS. Assias, à un moment donné, il est jeté en prison coloniale parce qu'il donne des sous à la Révolution. Pour la génération qui suit et pour les petits-enfants, c'est les intégristes, c'est le Front islamiste du salut, c'est le groupe intégriste armé. Donc ça, c'est quelque chose qui se transmet. Ce qui se transmet, c'est la peur, malheureusement, mais ce qui se transmet, c'est aussi l'importance du savoir, l'importance de la culture. Comment Rim vit l'exil? Il y a un blocage, notamment avec la langue arabe. Oui, tout à fait. C'est que même en Algérie, elle a ce blocage-là parce que sa langue maternelle, c'est le français, à cause du fait qu'elle a des origines à la fois kabyles et arabes. Donc les gens, ils se parlent en français dans la famille. Et ce blocage-là, il naît beaucoup probablement de l'obligation d'apprendre l'arabe, parce que Rim, c'est un personnage qui n'aime pas se faire dire quoi faire. Elle reste comme ça quand elle grandit, en fait. Et c'est cette injonction-là qui fait qu'elle l'apprend pas, mais c'est quelque chose qu'elle regrette, parce que c'est une langue magnifique, l'arabe.
Ouais. Les déterrés, un mot pour finir cette séquence littéraire. Katia Belkhodja, vous parlez de Saliha Watiki, qui n'est pas forcément connue du grand public, sauf pour de nombreux Algériens. Et pour celles et ceux qui connaissent cette page de l'histoire, elle est originaire de Tizi Ouzou, Saliha Watiki. Elle a été tuée à l'âge de 12 ans. Un mot sur cette fille? Saliha Watiki, c'est une grande figure de la résistance. C'est une petite fille, justement, qui a été assassinée à une manifestation. Une rafale l'a fait tomber des épaules du jeune manifestant qui l'a portée pendant que son frère essayait d'arriver jusqu'à elle. C'était une fillette brillante qui avait d'excellentes notes en maths et qui montrait en même temps ses notes à sa mère et qui lui disait qu'elle avait cassé des voitures. Donc c'était une résistante En 1960, du haut hein. de son jeune âge. Oui, exactement. Et puis, malheureusement, elle aura toujours 12 ans. C'est devenu une grande figure. Voilà donc pour les déterrés chez Mémoire d'Encrier. Restez avec nous, Katia Belkhodja. On vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. Amazir Kateb, c'est une histoire que vous connaissez. Vous avez un pied des deux côtés de la Méditerranée, France et Algérie, à titre personnel bien entendu, mais aussi avec Nawa Diffusion et avec votre instrument de prédilection, le gambri. Une réaction sur ce roman, Les déterrés, on imagine que ça vous parle? Oui, ça me parle, d'autant plus que on a très peu finalement d'histoires de femmes. Justement, je trouve que c'est intéressant. De récits, ouais. Oui, de récits de femmes qui retracent comme ça plusieurs guerres. Alors, on parle souvent des héros, on parle souvent de gens illustres, mais on n'a pas des tranches de vie comme ça. Et pour moi, la véritable histoire, finalement, elle ne se trouve pas dans les livres d'histoire, mais elle se trouve un peu dans les romans, un peu dans les chroniques, un peu dans le théâtre, ça fait journalisme. écho tout à l'heure avec l'histoire de ce père et de ce fils. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est une histoire vraie. Hein. Oui. Tout à l'heure, au Liban, le garçon n'est pas allé en Écosse, il a fait la guerre. Ses parents se sont rendus compte 7 ans après qu'il n'était pas parti et qu'il était resté au Liban dans la guerre civile. Oui, parfois la réalité dépasse la fiction, voire même inspire la fiction. Ouais. Et on a aussi besoin, Amazir Kateb, de musique et Gnawa Diffusion, vous voir sur scène. C'est un moment en soi. Comment ça s'est passé au Cabaret Sauvage? Ah, c'était mortel. Il y avait un truc, peut-être avec la lune, ou je sais pas, mais on était tous électriques. Avec la lune? Électrique, électrisé. Bah oui, ça tombait avec le dernier jour du Ramadan. Ouais, c'est le printemps. Et la lune était puissante. Ouais. Gnawa Diffusion, donc, au Cabaret Sauvage, est maintenant en tournée. On va écouter votre titre, Lel Leila, croissant de la nuit. Leila, une voix qui nous transporte, qui nous emmène vers l'ouest algérien. Que dit cette chanson? Cette chanson, elle parle d'un amour perdu. Cette chanson, je l'ai écrite pour un film qui s'appelle L'Oranais, justement, qui raconte un peu avant l'indépendance de l'Algérie, dans l'Oranie, dans les cercles du FLN, etc. Et j'étais un peu frustré parce qu'en fait, j'ai composé ce morceau pour le film par rapport à l'histoire du film. Et quand le film est sorti, forcément, avec le montage, ça a été un peu charcuté, ça a été découpé. C'était pas une chanson pour le générique, c'était vraiment une chanson pour une scène. La bande-annonce, Voilà. Donc, ça a été coupé, j'avais envie de le sortir en entier. Puis il y a plein de gens qui l'ont entendu dans le film et qui m'ont dit « Mais il est où ce titre? Il sort quand? C'est quoi ce mystère ?» C'est quoi ce mystère? Ouais. Voilà. Bande originale, pas bande-annonce. Ouais. Et depuis toujours avec Gnawa Diffusion, vous utilisez aussi vos notes de musique, vos paroles, vos poésies pour nous transmettre des valeurs, des messages. Quel regard portez-vous sur le monde qui nous entoure, puisque d'ailleurs le titre de votre dernier album fait écho à cela? C'était il y a un an, certes, mais ça s'appelle Ruina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pagaille, désordre? Oui, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En dialecte algérien? Oui, c'est de toute façon quelque chose de négatif ou de un peu bordélique, faut le dire. Après, Ruina, c'est un plat aussi. C'est un mets sucré. Ouais. On préfère alors. Hein. C'est comme Tammena. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Tammena, bien sûr. Voilà, ça ressemble un peu à Tammena, la Ruina. Et en fait, Ruina parle du Covid. Ça parle du Covid un peu avec humour. Hein. C'est plus du second degré.
D'ailleurs, c'est dédicacé à tous les morveux, parce qu'on était tous avec le masque et tout, donc on avait tous de la morve à ce moment-là. Donc c'est dédicace à tous les bourgnounas. Et c'est une critique aussi du monde dans lequel nous a plongé le Covid, parce que pour moi, en fait, finalement, ce qui se passe actuellement, c'est un prolongement de ce qu'on nous a fait subir pendant le Covid, les confinements, les contraintes. Vous dire que désormais, on est plus confiné dans nos têtes, c'est ça ou... En tout cas, ils ont vérifié qu'on était confinable. Et nous le sommes, je confirme. Nous sommes très, très confinables. Et c'est donc à travers ce groupe que vous continuez à dire des choses. Alors rap, reggae, raga, jazz. En fait, Gnawa Diffusion, si ça dure, c'est parce que c'est avant tout une aventure humaine, d'amitié. On va vous voir sur ensemble, métissé, pluriel, ensemble. Oui, après, en fait, on a eu plusieurs périodes. Par exemple, nous, au début, quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à jouer ensemble, on venait vraiment d'univers différents, musicaux. Il y avait des gens qui venaient du punk, du rock, du jazz, du reggae, de la musique arabe, un peu tout. Et au début, on avait une idée précise qui était de faire de la fusion. Et en fait, c'était très mauvais parce que on faisait finalement du collage. C'était pas très homogène l'histoire, et même en fait, on le voyait sur les gens. C'était pas vous, quoi. Ouais. Nous, on s'est monté en 92, l'année où tu es né. Justement. Ah, ouais. Et donc, ça a duré ça pendant peut-être 2 ans. Il y a eu une sorte de recherche, même une forme d'errance aussi, mais qui était bien, hein, parce que de toute façon, on était jeunes, on avait du temps. Et puis après un moment, on a recentré le boulot et on s'est dit, on va arrêter de faire ça. Maintenant, on va travailler sur des textes, sur un thème particulier, avec des mélodies principales. C'est-à-dire, on revient en fait à l'alphabet de la musique normale, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que je pense qu'on s'est dirigé vers le son qu'on a actuellement. C'est vraiment en mettant de côté le concept. Et je crois que vraiment, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui créent, c'est ne créez jamais le concept avant de créer l'objet, quoi. Faites faut se laisser porter. Et après, éventuellement, en fait, un concept autour. Mais c'est vraiment très difficile. Voilà pour le conseil donc d'Amazir Kateb aux jeunes générations. Place maintenant, chers invités, à vos coups de cœur. C'est notre séquence atmosphère. Nino Fenianos, vous avez choisi le film Into the Wild de Sean Penn, sorti en 2007. Pourquoi faut-il voir, ou revoir d'ailleurs, ce film ? Tellement de raisons. Déjà la musique du film avec Eddie Vedder et en fait la liberté en fait c'est une vraie histoire de Christopher McCandless qui quitte ses parents pour aller vivre dans la nature, et c'est cette liberté qui m'a touché tellement. J'étais plus jeune, je l'ai vu tellement de fois. C'est l'histoire d'une quête intérieure, en fait. C'est ça. Et c'est une personne qui sort du cadre, qui sort de la normale. Et moi, j'ai toujours été un peu dans ce monde-là, j'ai toujours été un peu à l'écart de la normale, avec le ski et l'humour. Et c'est pour ça qu'il m'a tellement touché, ce film. Et puis à la fin du film, aussi le message, quand il est en train de mourir, c'est dans la vraie histoire, il repense à ses parents et à sa famille, et ça nous montre que à la fin, on revient toujours à nos racines, et il dit « Happiness only real when shared », c'est ça qui... Voilà pour ce coup de cœur. Cinéma, Katia Belkodja, Un carré de poussière d'Olivia Tapiero, un livre extrêmement bien écrit selon vous, puissant, mais au-delà. Pourquoi faut-il le lire ? Parce que c'est magnifiquement écrit, mais c'est aussi vraiment brillant. Ça relie pour la première fois, probablement, l'histoire des idées, l'histoire de la rationalité, de la philosophie, et la violence, la domination. Donc, ça a quelque chose de très, très fort d'un point de vue intellectuel, mais c'est aussi tellement puissamment poétique que c'est une expérience en soi. Moi, je le conseille à tout le monde, vraiment. Et il est question de l'histoire des idées et de la rationalité. À propos d'histoire des idées, Amazir Kateb, vous choisi le livre de Simone Veil, Note sur la suppression générale des partis politiques. Je ne vous demande pas si vous allez voter au municipal en France. Pourquoi il vous plaît on peut dire ce pamphlet, écrit en 1943, pamphlet contre la politique moderne? Parce que c'est, à mon sens, un ouvrage qui est unique en son genre en termes de philosophie politique. Justement. Pour moi, ce n'est pas vraiment un pamphlet, c'est une véritable réflexion sur l'utilité des partis et sur finalement... Et sur la place laissée aux citoyens en démocratie. Oui, et moi je pense qu'on devrait l'enseigner aux enfants,
bien avant le bac, en tout cas bien avant qu'ils aient l'âge d'aller voter, parce que ça démonte complètement tous les appareils de parti, puisque ça commence, finalement, le propos, il s'ouvre avec un postulat qui est mon parti au pouvoir, tous les autres en prison. Parce qu'en fait, l'esprit même de parti a une connotation totalitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans un parti, on est contre tous les autres. Ouais. Ça exclut. Ça exclut. Et puis aussi, dans chaque parti, il y a une espèce de lutte interne pour le pouvoir, une forme pyramidale finalement, qui laisse peu de place et à la démocratie et aux citoyens. Donc, et à l'intérêt collectif, ouais. Voilà. Merci beaucoup Amazir Kateb. Merci Katia Belkhodja d'avoir été avec nous à Nantes et merci à vous aussi d'avoir été avec nous, Nino Fenianos, et d'avoir pu échanger aussi évidemment sur ces histoires tourmentées du Liban et de l'Algérie notamment. Merci à tous les trois et merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV5 Monde.